on vit une époque où la parole, l'ensauvagement de la parole est quelque chose qui nous accable tous. L'ensauvagement de la parole politique, on va parler de Trump, de Bolsonaro, d'autres. Quelque chose de l'ordre d'une indécence, d'une brutalité, d'un ensauvagement, d'une libération décomplexée de toutes les pulsions mortifères, violentes, enfin, qui est très saisissant quand on lit des comptes rendus de discours, de tweets, d'invectives, etc. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut résister? On ne peut que opposer à cet ensauvagement une civilisation de la parole, il me semble. Bonjour Elisabeth Quint. Bonjour Samuel Douer. J'ai failli dire bonsoir, pardonnez-moi. Oui, presque l'habitude. Oui. On va déjà commencer par parler de votre émission 28 minutes que Fabienne a présentée très vite comme le magazine d'actualité quotidien d'Arte. Un magazine qui est né un petit peu comme une contre-programmation, un petit peu par hasard. Oui. En 2012. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment c'est créé cette émission? Un magazine qui est né en 2012, donc en janvier 2012, Arte, qui est une chaîne qui était dirigée et qui est toujours dirigée par des femmes, c'est important, c'est intéressant pour la suite, a senti qu'il fallait, à la suite du journal télévisé, qui est un journal très centré sur l'actualité européenne et internationale, ils se sont dit, il faut absolument quelque chose que nous proposions autour de l'actualité, mais de manière plus ludique, plus légère, avant les films du soir et avant ce qu'on appelle le prime time, donc les programmes qui démarrent à 21h. Et ils se sont dit, on va se lancer dans une entreprise contre-programmatique, comme disent les gens sérieux, suicidaire, comme on dit certains de leurs concurrents, avec un petit clin d'œil égrillard, c'est-à-dire qu'on va installer en face des JT et en face des autres talk-shows, comme on dit, une émission qui traitera beaucoup de l'actualité européenne et internationale. Et qui plus est, on la fera présenter par une femme. Alors en fait, non, pas tout à fait. D'abord, ils ont vu tous les mecs de Paris, tous les journalistes, tous les hommes troncs, susceptibles de la radio, de la télévision, enfin ils les ont tous vus. Moi je n'étais pas encore dans la boucle à ce moment-là. Donc ils ont été interviewés, etc. Et puis apparemment ça ne convenait pas. Et Véronique Kella, la patronne d'Arte, s'est dit « Mais enfin on va prendre une femme, évidemment ». Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Et c'est là où je suis rentrée dans la boucle. On m'a appelée et je travaillais sur une petite chaîne du câble qui s'appelle toujours Paris Première. Et on m'a proposé cette offre assez casse-gueule, il faut bien dire. Et elle était si casse-gueule et si séduisante que j'ai tout de suite accepté. À l'origine, vous êtes plutôt qu'une journaliste de radio. Vous avez fait vos débuts à la radio. Et je crois savoir que vous n'étiez pas forcément très à l'aise avec la télévision. Comment vous avez appris, comment vous avez domestiqué la télé? Je ne sais pas si je l'ai domestiquée. J'ai démarré au siècle dernier. Comme disent les vieilles personnes. Donc j'ai démarré à la radio au siècle dernier, dans les années 80, je sais même plus quand, 80-90, pour me planquer, à vrai dire. Pour me planquer, pour plein de raisons, parce que la radio me semblait, à l'époque, où la radio n'était pas filmée, où la radio était encore une forme de sanctuaire, où c'était juste des voix. Vous entendiez des voix, et c'était profondément magique, c'était enveloppant, il y avait quelque chose de très prenant dans la radio à cette époque. Bon, on aime toujours la radio, même si elle est filmée, je referme la parenthèse. Donc j'ai démarré sur des radios avec Jean-François Bizot, une radio associative qui avait un nom improbable, mais un nom ridicule, Ça bouge dans ma tête. La radio de SOS Racisme, qui n'a pas duré longtemps, à cause de ce nom d'ailleurs, je pense. Et j'ai démarré comme ça, et ce qui m'intéressait, c'était d'être dans la caverne, dans la petite matrice obscure, planquée, non vue, et de faire parler les autres, d'accoucher les autres. C'est ça qui m'intéressait. De me mettre moi en retrait et de faire parler les autres. Et puis de fil en aiguille, quelqu'un un jour m'a entendu et m'a dit, c'était quelqu'un qui était à Paris Première, et m'a dit non pas vous avez un physique de radio, ce qui m'a été dit une fois par un homme qui a disparu de la circulation, lui, mais donc quelqu'un de Paris Première dans les années 90, fin 90, m'a demandé si je voulais pas venir parler de cinéma. Mais comme à la radio, ils avaient si peu d'argent que c'était des bandes annonces et il fallait écrire un commentaire et le dire. C'était formidable, on me voyait pas. Vous voyez pas donc. On me voyait pas, ça a duré 2 ans. Et puis un jour, on m'a poussé devant la caméra et ça a commencé comme ça. Et alors, ça a été dur
Le début, Hein? quand on vous a poussé devant la caméra, comment vous avez vécu ça? Une espèce d'effondrement et en même temps une ivresse, c'est-à-dire que la chose la plus désagréable, c'est-à-dire qui consiste à se montrer, devenait un défi, donc avec des bajoux, des nattes, des lunettes, donc une figure quasi caricaturale. Eh bien, je l'ai fait. Et j'ai détesté et aimé ça. Vous savez, cette ambivalence dans laquelle je suis toujours, toutes ces années après, 20 ans après, je suis toujours dans la même ambivalence. Cette ivresse et cette détestation de la monstration de soi. Mais en même temps, je me montre à des gens qui ne me voient pas, sauf aujourd'hui. Voilà. Et il n'y a pas d'écran. Enfin si, il y a une caméra là-bas. Est-ce que vous regardez, quand, après l'émission, vous aimez vous regarder, voir s'il y a des choses à corriger ou pas? À votre avis? Je ne sais pas, je demande. C'est impossible. C'est impossible. Quand le directeur des programmes de Arte, le nouveau directeur éditorial, est arrivé, il s'appelle Bruno Patino, c'est un essayiste par ailleurs, il y a 3 ans et demi, il m'a convoqué très gentiment et il m'a dit « c'est très très bien, 28 minutes, enfin tout va bien, mais est-ce que tu te regardes ?» Et je lui ai dit, j'ai pas voulu lui dire « est-ce que ça te regarde ?» On se connaissait pas assez. Je l'ai regardé, l'œil vitreux. Il en a déduit que non, il m'a dit il faut le faire. Quand je m'occupais de l'émission de Frédéric Tadei sur France Télévisions, il se regardait, et il s'est beaucoup amélioré. Je lui ai dit bien sûr, j'ai beaucoup à m'améliorer, donc je vais le faire. J'ai menti, je ne me suis jamais regardé. Il en a pris son parti. Je ne peux pas. Vous comprenez? C'est physique. Je ne peux pas ni m'entendre, ni me regarder. Il y a des gens qui adorent et qui le font pour de bonnes raisons, pour s'améliorer, pour gommer les tics, les ridicules. Moi, je suis une vieille femme. Comme disait Bret Easton Ellis, non mais, comprenez-moi, je suis née siècle dernier, comme nous tous, et je considère que c'est foutu, quoi. Je pourrais plus m'améliorer. Enfin, le truc est foutu. Tous les tics, je les ai. Toutes les mauvaises habitudes, je les ai. Et évidemment, avec le temps, et comme je me regarde pas, et ben ça s'aggrave, ça s'accentue. Je suis devenue une espèce un truc caricatural. C'est pas grave. Ça fonctionne, ça plaît un peu, et puis c'est foutu, c'est trop tard. Voilà. Donc je ne me regarderai jamais. J'en reviens au début de 28 minutes. Donc l'émission est née, on va pas dire c'est la curiosité générale pour être poli, voire pour un certain scepticisme. Oui, le scepticisme, oui. Est-ce que les débuts ont été compliqués ou pas, en termes pour trouver le ton, trouver le bon rythme de l'émission? Est-ce que ça a été laborieux ou... Les débuts ont été un accouchement dans, non pas la douleur, mais dans un sentiment d'inconscience totale. Les 6 premiers mois, nous faisions l'émission dans un décor qui ressemblait à une soucoupe volante échouée à Boulogne, mais soucoupe volante échouée sur le dos, comme un truc bizarre, avec pas de script, un rédacteur en chef qui rêvait de repartir à Mossoul, qui était un excellent reporter de guerre, qui était rédacteur en chef d'une émission d'actualité, mais qui ne rêvait qui se prenait pour Joseph Kessel, et donc qui se demandait ce qu'il faisait là, ce qui est normal. Pas de script, l'émission, pas de durée, pas d'oreillette. Vous savez, quand on présente une émission, on a une oreillette. Non pas que l'on vous dit « voilà ce que tu dois dire », enfin, pas chez nous en tout cas. Mais pour les temps, on vous dit, le débat 20 minutes, là, il n'y a plus que 3 minutes. C'est pour pouvoir évaluer comment répartir la parole en fonction du temps qui reste. Pas d'oreillette, donc l'émission durait 28 minutes, mais elle en faisait 40 à chaque enregistrement. Il fallait monter, couper. C'était n'importe quoi. C'était de la radio filmée. Et à la fin de cette saison, les gens d'Arte nous ont dit... c'est assez baroque ce que vous avez fait, mais il y a peut-être quand même la possibilité de continuer en cadrant la chose avec cette curiosité, cette appétence pour les témoignages des gens qu'on voit peu à la télévision, et puis un ton aussi. Et l'émission a pu démarrer une 2e saison beaucoup plus encadrée, beaucoup plus professionnelle. Et c'est dans cette lancée, dans cette dynamique qu'on est toujours. Et cette dimension plus professionnelle, c'est passé par quoi? Par de faire davantage de chapitres, davantage découper l'émission? Structurer plus l'émission, étoffer l'équipe qui est autour, avoir plusieurs rédacteurs en chef, des programmatrices, plusieurs et pas une seule. Enfin, c'est-à-dire vraiment professionnaliser et structurer l'offre afin que vous ne soyez pas perdu quand vous ouvrez l'antenne et que vous savez que vous aurez au début de l'émission un entretien, un témoignage, un invité, quelqu'un de l'actualité culturelle ou quelqu'un de très étonnant, et puis ensuite un débat sur un thème d'actualité et à la fin quelque chose de plus décalé. Voilà. Tout ça, petit à petit, on la met en place au fil des années.
Alors, l'émission n'a cessé d'augmenter en audience depuis ses débuts. Vous avez plus que doublé, je crois, l'audience. Vous êtes là, cette rentrée, à peu près 700 000 téléspectateurs quotidiens, ce qui est quand même une belle performance, parce que vous êtes dans un contexte très concurrentiel. Il y a les JT de toutes les autres chaînes, il y a des talk-shows qui marchent très fort. Oui. Comment vous expliquez ce succès quand même inattendu quand on se rappelle de l'accueil initial? Je me l'explique pas entièrement. C'est sans doute l'espèce de miracle de le miracle, toute proportion gardée de la chose, mais en même temps on peut se l'expliquer. Alors évidemment c'est difficile d'analyser le succès de l'émission en essayant de rester bienveillant par rapport à l'offre télévisuelle liée à l'actualité. Je parle des journaux télévisés d'actualité, et sans rentrer dans une critique frontale et qui serait jugée comme étant pour qui se prend-elle. Bon. Mais la réalité est quand même que les JT, ce qu'on appelle les JT à 20h, sont... Bon... pas formidable, avec une difficulté à hiérarchiser les sujets d'actualité, des sujets qui sont toujours croupions, il n'y a jamais véritablement de mise en avant d'une problématique dans les reportages, il n'y a pas de débat, évidemment, c'est pas le lieu du débat, et moi je pense qu'on est rentré dans un moment, ça fait des années, depuis peut-être 2001 d'ailleurs, hein, peut-être depuis 9/11, comme on dit outre-Atlantique, dans une époque de grande illisibilité, de grande instabilité, et les gens qui regardent encore la télévision ont besoin de lisibilité, ont besoin d'outils pour décrypter, pour comprendre. Donc le débat, la durée accordée au sujet est devenue quelque chose de nécessaire. Il y a une appétence de plus en plus grande, et c'est peut-être ça qui explique, entre autres, et puis Arte légitime. Nous sommes dans le giron d'Arte. L'émission est dans le giron de cette chaîne qui est la plus indiscutable de par son sérieux. Elle n'est pas que sérieuse, elle est ludique aussi. Mais Arte, c'est la chaîne franco-allemande, l'offre considérable sur les documentaires et dans le regard sur l'actualité internationale. Nous sommes portés aussi par cette légitimité. Et je pense que ça nous a inscrits et installés. Un des points forts de l'émission, c'est la variété des invités, surtout de découvrir des invités qu'on voit quasiment nulle part ailleurs que chez vous, ou alors dans la presse écrite, dans des grands, des grands débats. Portraits. Comment se fait ce choix des invités? Comment ça se dessine? À quel moment? Si vous pouvez nous raconter un peu les coulisses de l'émission. Les coulisses pour les invités de la première partie. Il y a 4 programmatrices, 3 rédacteurs en chef et moi, et une productrice. Et nous sommes à l'affût en permanence. Nous lisons, nous allons au spectacle, nous avons des contacts, nous avons des centres d'intérêt, des tropismes, des passions, que ce soit la littérature, l'écologie, la forêt, la politique, la vie associative. Enfin, chacun a ses marottes, comme on dirait, ou ses passions, pour élever la chose, l'anoblir. Et à partir de là, on se réunit très régulièrement, tous les jours, et on se dit, tiens, j'ai vu ça, tiens, il y aura ça. Tiens, j'ai entendu parler d'une association où il y a une fille qui fait faire du théâtre à des SDF une fois par semaine, et la fille n'était pas du tout programmée socioculturellement pour faire ça, mais elle le fait depuis des années, et elle fait ça avec des gens qu'elle a ramenés littéralement à la dignité. Faisons l'avenir, faisons venir un de ces SDF, et voilà, et ça se passe comme ça. Et on croule sous les idées. Donc à chaque fois, c'est un crève-cœur. Nous avons 4 invités par semaine et 1000 envies. Donc il faut hiérarchiser et il faut sacrifier. Moi, je le vis assez mal. Et pour la deuxième partie, où l'on est plus dans le débat d'actualité, donc vous avez à chaque fois trois intervenants. Oui. Pareil, pour ces choix-là, comment ça se fait? Les programmatrices ont un carnet d'adresses conséquent. On essaye de faire venir des femmes. On essaye de faire venir des gens qui ne sont pas les experts patentés qu'on voit partout ailleurs. De faire venir des jeunes, avec toujours à l'esprit la nécessité... Enfin, il y a un impératif, c'est de la télévision. Donc il faut qu'il y ait chez eux l'envie d'être pédagogique, l'envie de se rendre accessible, surtout quand ce sont des chercheurs extrêmement pointus, l'envie, le désir, la générosité pour rendre leurs propos accessibles au plus grand nombre, sans la raser ou sans en faire quelque chose de banal. Voilà. Mais néanmoins, la volonté de partager, ça c'est indispensable. Ce qui tranche par rapport aux autres émissions un peu concurrentes, si on peut dire, c'est que vos invités ne sont parfois pas du tout d'accord entre eux. Il y a des débats assez fermes, et en même temps, on est toujours dans une espèce de grande courtoisie et d'écoute de l'autre, ce qui est
devient très très rare quand même à la télévision, où on est toujours dans l'invective. Comment vous arrivez à faire ça quand même? J'ai un fouet sous la table. Voilà. J'ai un fouet. J'en ai plusieurs. J'ai des cravaches, j'ai des fouets, j'ai tout un arsenal redoutable. Donc, je leur montre juste avant qu'ils rentrent et je leur dis attention. Non, je sais pas. Je pense que ça tient, encore une fois, à la réputation de l'émission, mais la réputation, il a bien fallu qu'elle se fasse au début. Ça tient à la nature des gens qui sont en plateau, au tempérament des gens qui sont autour de moi. Et puis, ça tient plus profondément. Alors, nous ne le disons pas, il n'y a pas des règles éthiques énoncées dans le couloir avant que les gens rentrent en plateau, mais on vit, enfin vous le savez, on vit une époque où la parole, l'ensauvagement de la parole est quelque chose qui nous accable tous. L'ensauvagement de la parole politique, on va parler de Trump, de Bolsonaro, d'autres. Quelque chose de l'ordre d'une indécence, d'une brutalité, d'un ensauvagement, d'une libération décomplexée de toutes les pulsions mortifères, violentes, enfin, qui est très saisissant quand on lit des comptes rendus de discours, de tweets, d'invectives, etc. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut résister? On ne peut que opposer à cet ensauvagement une civilisation de la parole, il me semble. Et donc, quel est le lieu? C'est le lieu du débat, et c'est le lieu d'un débat qui se doit d'être, vous voyez ce que je veux dire, civilisé de ce point de vue-là, de décent. Voilà. C'est un terme compliqué, la notion de décence. Elle peut être mal vécue, mais face à l'indécence de cet ensauvagement, moi je réclame, enfin, ou je l'incarne, ou je le vis, ou voilà, ça émane de moi. Mais les avis peuvent être incroyablement transgressifs, tranchés, opposés les uns aux autres, mais c'est toujours dit avec une forme de... C'est toujours dit de manière civilisée. Est-ce que malgré tout, vous avez un souvenir d'une émission où ça a été quand même un peu loin, où le débat était trop... Oui, où vous avez dû intervenir Oui, je me souviens d'une émission, j'ai oublié, comment s'appelle-t-il, un écrivain, mais un écrivain français, un bon écrivain, je pense qu'il avait bu, je pense qu'il pensait qu'il était chez Bernard Pivot et qu'il pensait qu'il y avait du gin dans les verres. C'était Denis Tillinac. Denis Tillinac, d'accord. Ouais, Denis Tillinac, qui est un bon écrivain, réactionnaire et qui s'assume, et pourquoi pas. Mais il y a des années de ça, et qui était furibond et qui était dans un état qui a totalement perverti le débat, mais peut-être parce qu'il pensait pas que ce débat allait porter sur ça. Oui, il y a eu plusieurs... Je me souviens que je suis assis sur un tabouret de bar, un truc ridicule, et j'étais littéralement perché comme un coq sur mes ergots. J'étais dressé sur mon tabouret et quasiment penché et couché sur la table pour lui dire « mais arrêtez, laissez parler les autres ». C'est excessivement désagréable, on a l'impression que quelque chose vous échappe et qu'il y a... ça va au-delà de l'émission quand ça se passe comme ça. On a un sentiment de défaite par rapport à cette époque où l'invective est tellement facile et où l'écoute... Donc le débat, ce que c'est qu'un débat, la nature même, la dialectique, le débat, oui, moi j'ai un sentiment de défaite quand ça se passe comme ça. Et alors en sens inverse, un sentiment de victoire, vraiment une émission dont vous avez gardé un souvenir ébloui par l'intelligence du propos ou par la force du débat qu'il y a pu y avoir? Récemment, on a fait une émission avec un géographe et une juriste et un spécialiste du Brésil, juste au lendemain des images de l'Amazonie, en feu. Et évidemment, l'Amazonie et l'Amazonie dans tous les pays du continent brûlant ne peut que déclencher un sentiment d'horreur et de compassion, donc de l'émotionnel, de l'émotion à l'état pur. Et là, il y avait 3 personnes qui incarnaient une vision, le géographe, le juriste par rapport aux problématiques de souveraineté qui sont essentielles, et le spécialiste du Brésil pour des raisons politiques qui nous expliquait comment les Brésiliens eux-mêmes vivent un rapport mythique et de quelle façon à leur forêt. Tout d'un coup, ça dépassionnait, ça permettait de dépassionner et d'ouvrir des pistes pour mieux comprendre sur le moyen terme et le long terme comment ça peut se résoudre ou non, d'un point de vue juridique, ce que ça aura comme incidence géographique, climatique. Donc là, tout d'un coup, il y avait des passions et raison. C'était formidable. Moi, j'ai beaucoup aimé cette émission. Donc, on a beaucoup parlé de 28 minutes. Oui. On va parler maintenant de votre... c'est plus une actualité, mais votre livre qui est sorti il y a un an environ. En janvier. C'était en janvier, oui. En janvier. Un peu moins d'un an. Donc la nuit se lève. Oui. Donc un livre où vous dévoilez beaucoup. Vous racontez votre maladie. Pourquoi avoir écrit ce livre? C'est à la fois pour être en paix avec vous-même et c'est aussi une démarche de faire connaître cette maladie. Est-ce que vous pouvez... Ah oui. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qui doivent être la majorité, j'ai
écrit et publié effectivement en janvier chez Grasset un bouquin sur l'expérience de la maladie, qui est une maladie qui détruit le nerf optique, qui s'appelle un glaucome. Il y a beaucoup de gens qui ont un glaucome à divers degrés. Il y a des gens qui ont des glaucomes très tenus, et puis des gens comme moi qui ont des glaucomes beaucoup plus avancés, et puis il y a des gens qui sont aveugles, qui deviennent aveugles, ou qui perdent un œil, enfin, dont la vie devient véritablement un calvaire parce qu'ils sont handicapés à cause de la maladie. Et je l'ai écrit en me demandant, d'une part, comment parler de la maladie et comment alerter sur cette maladie dont on parle peu, trop peu à mon sens. Alerter aussi parce que beaucoup de gens l'ont et ne savent pas qu'ils sont malades. C'est une maladie silencieuse, comme on dit. On peut être malade et ne pas s'en rendre compte. Et puis, ça m'intéressait de réfléchir à l'appauvrissement d'un sens, au sens sensoriel du terme, chez un individu qui considère que tout est acquis, les 5 sens, la plénitude de l'être, et au bout d'un moment dans votre existence, à un certain âge, on vous dit, et vous vous rendez compte que vous perdez des capacités optiques, vous devenez très photosensible, vous ne voyez plus la nuit, vous ne pouvez plus circuler en ville, enfin ça devient très compliqué en hiver, notamment quand on voit plus clair et que la nuit tombe très tôt, enfin voilà. Comment vit-on face à cette fatalité? Qu'est-ce qu'on développe comme combativité? Comment peut-on réussir à l'aide des anciens, c'est-à-dire de ceux qui ont traversé l'épouvante, soit de la cécité, soit de la maladie, soit du handicap? Est-ce qu'on peut trouver des recours poétiques, spirituels, énergétiques? Et comment compenser? Comment compense-t-on la perte d'un sens? Voilà, je n'ai pas de réponse, mais j'ai proposé comme ça une sorte d'éventail de réflexion autour de ces questions. Alors concrètement, qu'est-ce que ce handicap progressif donc, a changé dans l'exercice de votre métier? En quoi est-ce que ça vous pénalise beaucoup dans l'exercice de votre métier déjà? Non, parce que je peux toujours lire, c'est l'essentiel pour moi. Je peux m'adresser à une caméra. Là, on est très éclairé. On est très éclairé là, oui. Alors, on est très éclairé. Donc là, c'est une souffrance parce qu'on est très éclairé et que du coup, je vois rien d'autre. La lumière sature tout. Mais dans l'exercice de mon métier, y a pas de je ne suis pas pénalisée. Si, vous savez, j'ai un prompteur, comme tous les journalistes qui présentent des émissions, alors les lettres sont énormes, donc ça fait rire tout le monde, parce que c'est vraiment la pauvre, elle, ces énormes lettres. Bon, mais j'essaye toujours de... Enfin, j'essaye parce que c'est une obligation vis-à-vis des gens avec qui je travaille, j'essaie d'introduire un peu de dérision. D'abord parce que sinon, je m'effondre. Comme tous les gens malades, l'effondrement nous guette, mais la dérision est une sorte d'aide. Enfin, c'est véritablement une aide. Donc, je ne suis pas pénalisée, mais c'est étrange de voir moins et de regarder tous les soirs dans un œil qui vous regarde et en même temps qui est un œil mort. Donc c'est une espèce de cascade de réflexion sur peut-être aussi mon destin de journaliste qui ne voulait pas faire de télévision, qui voulait rester dans la nuit, de la matrice du studio de radio. À vrai dire, je ne voulais pas être journaliste. Pas du tout. Je voulais être vétérinaire. Mais je me pâmais dès qu'il y avait du sang. Donc très vite, ça a été abandonné. Enfin, je me pâmais, non, je ne supportais pas. Enfin bref, j'étais nulle en maths. Enfin non, à vrai dire. Le sang, ça allait. Les maths, ça n'allait pas du tout. Bon, donc j'ai pas pu faire. J'aurais voulu être vétérinaire en milieu rural, mais bon, la vie on l'a décidé autrement. J'étais véritablement nulle en maths. Et pourquoi est-ce que je me suis retrouvée à parler devant un œil aveugle tous les soirs et à essayer d'organiser une conversation avec des éclats de joie et qui enrichissent les autres tous les soirs, assise autour d'une table en regardant cet œil qui me voit mais que je ne vois pas et qui est un œil aveugle. Ça m'interroge. Donc tout ça est dans le livre, toutes ces interrogations sur ce qui m'a conduit à ce moment de ma vie où je fais ce métier alors que ma vue baisse. Voilà. En tant que journaliste, vous êtes réputée comme une très bonne intervieweuse. Est-ce que justement le fait de ce handicap au niveau visuel a une influence sur votre manière de diriger les interviews? Est-ce qu'elle vous a rendu plus sensible à l'écoute des personnes que vous interrogez? L'écoute, oui, parce que
y a des choses infimes qui se passent, l'écoute ou le tactile ou le toucher. Vous accueillez un invité sur un plateau, une poignée de main, un tremblement dans la voix, une voix un peu blanche, un timbre qui chancelle. Et là, tout de suite, il y a ou le trac, ou quelque chose d'autre, une timidité, une envie de pas y aller. Enfin voilà, peut-être que je décèle plus à l'oreille. Disons que mon oreille se met comme un cornet, un peu plus. Et ça me permet de capter des choses qui vont m'aider, soit à aller un petit peu taper dans la résistance de la personne si je sens qu'elle est solide, soit au contraire l'entourer un peu plus si je sens qu'elle n'est pas solide. Possible. Pas sûr, mais possible. Ouais. Autre chose d'assez fort lié à votre handicap, c'est qu'à la base, vous êtes une très grande cinéphile, vous êtes devenu connu par vos critiques de cinéma sur Paris Première. Vous étiez d'ailleurs une des rares, sinon la seule journaliste de télévision à faire des critiques. À avoir un avis, vous voulez dire. Voilà. Oui, avoir un avis, en tout cas. À avoir un avis. À pouvoir le donner, en tout cas. À pouvoir le donner. Mais vous savez, je vais vous rendre ce laurier que vous me déposez à mes pieds, cher Samuel. Il y avait aussi une raison objective. C'est qu'à la télévision, enfin, moi, je ne regarde pas la télévision. N'en parlons pas. Donc. Mais à la télévision, à l'époque, où je travaillais sur Paris Première, où j'étais effectivement critique de cinéma, les autres critiques de cinéma qui essayaient de parler de cinéma à la télévision le faisaient sur des chaînes qui coproduisaient des films. Canal+, France 2, enfin bref, autres chaînes, et qui donc se retrouvaient immédiatement pieds et poings liés par l'économie, et par l'impératif économique qui consistait, de la part de ces chaînes qui étaient idiotes, pardon, parce que qui n'avaient pas compris qu'au contraire, c'était offrir un espace de liberté dont les spectateurs leur seraient très grés. Ils auraient dû, s'ils avaient été plus subtils. Mais ces chaînes disaient à leurs journalistes: non, mais vous n'allez pas en plus cracher dans la soupe et cogner des films qu'on a coproduits. Non, mais vous rêvez, les mecs. Sinon, au revoir, allez travailler ailleurs. Paris Première, ils n'avaient pas un rond. Ils n'avaient pas un centime, donc il n'était pas question chez eux de coproduire quoi que ce soit, même pas un court-métrage, ce qui nous assurait une liberté totale. Je n'aurais pas pu aller le faire ailleurs. Donc j'étais la personne qui avait envie effectivement d'émettre un avis dans l'endroit idéal, l'endroit fauché. Comme quoi ça tient à peu de choses. Quand vous faisiez ce métier-là, vous deviez voir, j'imagine, 2 films par jour. Comme vous. En moyenne, à peu près, oui. 2 films par jour. Si seulement je pouvais. Mais enfin, c'est un autre sujet. C'est ça. Est-ce que ça vous manque pas, ça, justement, de ne pas voir autant de films? Est-ce que, justement, le fait de moins bien voir vous empêche de voir autant de films que vous voudriez? Alors, pendant quelques temps, je n'ai plus été au cinéma parce que, d'une part, j'ai moins le temps. Beaucoup moins le temps. Mais à un moment donné, il y a 2 ans, quand il y a eu une chute, les résultats médicaux étaient vraiment moins bons. Tout d'un coup, il y a eu vraiment une aggravation brutale. J'ai pas été au cinéma pendant 6 mois. Parce que je me connais et que je savais que si je me retrouvais dans une salle de cinéma au 3e rang, parce que j'aimais tellement être près, tout près, et le siège au bord. Enfin, on était fétichiste quand on est cinéphile. La vraie cinéphile. On veut s'asseoir là, pas ailleurs, etc. Et je savais que j'allais regarder le film et pendant tout le film, fermer un œil, puis fermer l'autre et voir si je voyais toujours les sous-titres. Pas question de voir un film en version française, et voir à quel point les sous-titres étaient abîmés, rongés par le glaucome, l'œil gauche, l'œil droit, et que le cinéma allait être le lieu d'une espèce de séance d'auto-torture inutile. Donc j'ai pas été au cinéma pendant 6 mois. Et par ailleurs, la cinéphilie me manque, mais je suis passée à autre chose. C'est un autre moment de ma vie. Mais cette asphyxie bienheureuse de la cinéphilie où voir des films devient comme le sang qui passe dans vos veines. Oui, ça me manque, mais c'est fini. Voilà. J'ai fait mon deuil de ça. Vous avez fait un sevrage, en fait, un peu. Oui, j'ai fait un sevrage brutal et obligé il y a 7 ans. Je ne pouvais plus voir 2 films par jour. Est-ce que vous avez compensé ou remplacé par ce que font certains cinéphiles aujourd'hui, par des séries ou pas? Pas du tout. Non. Bizarrement, pas du tout. Je ne regarde pas la télévision, sauf le dimanche soir, le JT de France 2 pour m'informer, parce que les effets capillaires de Laurent Delahousse me mettent en joie. Voilà. Alors en ce moment, la mèche est courte. Monsieur Bellemèche a rabattu la voilure.
Mais non, mais j'ai honte, je ne devrais pas le dire. On m'a déjà dit, il faut pas dire. Écoutez, en même temps, la vie est courte. Arte, c'est pas de la télévision, c'est un peu plus que de la télévision, donc je biaise. Là, c'est un peu bon. Vous pouvez y aller. Il y a assez peu de chances que Laurent Delahousse soit invité un jour à Télérama Dialogue. Hein, donc, alors, vous ne savez pas. Un jour, il s'agira de remplir une salle, et vous allez vous dire, eh ben tiens, pourquoi pas, et on fera un débat contradictoire. Genre, vous ne savez pas. Non, vous avez raison, je pense pas. Mais il a de grandes qualités, mais il a une belle mèche. Et bon, à part ça, je regarde pas la télévision. Pourquoi on parlait de télévision? Ah, et donc, alors les séries, si quelques séries, les séries, c'est chronophage, les séries, ça rend fou. C'est-à-dire que moi, je suis obsessionnelle et compulsive, je le sais. Donc, je fais gaffe. Alors, voilà, Game of Thrones, Downton Abbey, d'autres. Oui, mais après, on fait plus rien. Or, la lecture, c'est l'oxygène. La littérature, la lecture, c'est l'oxygène. Il faut choisir. Donc, à la compulsion, je préfère l'oxygène. Mais j'adore les séries. Donc, quels sont donc vous lisez beaucoup? Mais oui. Notamment pour préparer votre émission. Mais pas du tout. Mais en ce moment, je suis en train de lire Caput de Curzio Malaparte. Donc, pas pour préparer l'émission. Donc, je lis plusieurs livres en même temps. Et ce qui rend en plus la consommation de la série ou de la télévision, alors voilà, ça rajoute une couche. Donc je lis les livres, car il faut vous l'avouer, nous lisons les livres de nos invités sur Arte. Tout le monde peut-il en dire autant? Je ne sais pas, mais bien sûr, enfin, c'est pas pour frimer, c'est juste que c'est pour être poli. Enfin, on peut pas recevoir quelqu'un et ne pas avoir lu son livre. Parfois en diagonale, je vous le concède. Mais c'est Thomas Piketty notamment. Pardon ? Thomas Piketty notamment. C'est pas moi qui l'ai reçu, c'est Renaud Dely. Vous avez refilé le bébé. Et c'est un pavé. Bon, non, Renaud Dely l'a très bien reçu et est beaucoup plus compétent que moi pour interviewer Thomas Piketty. Mais oui, donc je lis plusieurs livres et effectivement, et sinon des spectacles, la vie, des promenades, le théâtre, ici, ailleurs, l'opéra, la danse, la vie en dehors de l'écran. Avant de passer la parole au public, j'avais une dernière question autour de 28 minutes. Oui. On a parlé un peu des coulisses et les conditions de fabrication. Est-ce que c'est une émission qui est en direct ou pas? Comment ça C'est une émission qui est tournée dans les conditions du direct tous les jours et qui est, pour des raisons... Alors je vais vous dire, parce que beaucoup de femmes... Ça, je le dis, 28 minutes est une émission majoritairement fabriquée par des femmes. Les programmatrices sont toutes des femmes. Bah oui, sinon j'aurais dit les programmateurs et les programmatrices. Il y a énormément de femmes. Et il y a énormément de femmes, certaines ont des enfants. Certaines n'ont pas d'enfants, mais celles qui ont des enfants préfèrent être chez elles le soir à 20h, 20h30 plutôt qu'à 21h30. Mais effectivement, certains soirs, nous sommes en direct. Quand nous attendons un vote lié au Brexit, nous sommes en direct. Quand nous attendons un résultat lors d'une conférence, que ce soit à l'ONU ou ailleurs, et qu'on sait qu'entre 18h à laquelle on tourne et 20h05, heure de diffusion, il peut y avoir un changement qui fera de nous des imposteurs si nous discutons d'une actualité qui aura été drastiquement et radicalement modifiée dans ces 2 heures de délai. Le matin, on se dit on sera en direct. D'accord. Voilà. Et est-ce que l'émission, vous m'avez dit, est enregistrée dans les conditions du direct? Dans les conditions. Est-ce qu'il y a du montage un peu derrière ou pas? Non, il n'y a pas de montage. Vous gardez les accidents. Depuis une émission funeste, mais qui était passionnante, où nous avions reçu lors de la première saison, vous avez suivi, quand on était dans la soucoupe volante, renversé sur le dos, etc. On avait reçu Emmanuel Todd, le géographe et sociologue. Et Emmanuel Todd, évidemment, n'était venu que parce que nous lui avions assuré que ce ne serait pas coupé. Et puis, il y avait un chroniqueur qui était présent, en même temps qu'Emmanuel Todd, qui a posé une question, qui s'est enlisé, qui est revenu, qui a rétropédalé. Enfin, on a perdu 10 minutes, il a fallu couper 10 minutes. Et Emmanuel Todd, le lendemain, nous a envoyé un mot cinglant en nous disant « Ça ne m'étonne pas, vous êtes des journalistes, vous n'avez pas de parole. » On a mis 6 ans à lui prouver que nous étions sérieux. Il y a eu des caisses de vin, on voyait Emmanuel Todd. Il y a eu des mots d'excuses, il y a eu un certain nombre de choses. Il s'agissait de prouver que nous avions un honneur et une parole. Voilà. Et depuis ce jour, on ne coupe pas. Et Emmanuel Todd est-il revenu dans les... Oui, il est revenu. Voilà. Il est revenu une fois. Il était
plus satisfait il a fait une allusion. Le vin était bon, est-ce que je pourrais en avoir une autre caisse? Et on lui a dit, il n'y a plus aucune raison, nous n'avons plus aucun différent, Emmanuel Todd, donc vous n'aurez pas de vin. On va passer aux questions du public. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne voit pas? Ah si, voilà. Alors, on va vous apporter un micro. Vous attendez bien d'avoir le voit. micro avant de poser la question, s'il vous plaît. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Je suis vraiment très heureuse de voir que vous êtes égale à vous-même, comme à 28 minutes. J'ai une question tout à fait futile à vous poser. J'adore. Vous avez toujours des chemisiers fantastiques. Vous avez toujours des chemisiers fantastiques. Je serais curieuse de savoir qui vous conseille. Un styliste. Car wow. je n'achète pas de vêtements, on me les prête. Et j'ai un styliste, je vais dire son nom, mais il ne travaille pas pour les particuliers. Il s'appelle Mathieu Bartelat. Vous savez, tous les gens qui font de la télévision, les hommes et les femmes, sont vêtus par des stylistes. Bon, et donc lui me trouve des tas de vêtements. Et au début, c'était comme... Enfin, au début, c'était pensé, cette histoire de pull ou de vêtements un peu extravagants. Là, je me suis un peu calmée, vous avez remarqué. Mais au début, l'idée était, on peut débattre de sujets graves, préoccupants, sans être nécessairement vêtu comme une carmélite, la cornette en moins. Voilà. Et puis c'était peut-être aussi l'idée que c'était Arte et qu'il fallait marquer le coup d'une manière ou d'une autre et pas être forcément avec la petite robe 3 trous. Vous savez, les stylistes ont un espèce de langage bien à eux. Ils disent, alors vous voulez une robe 3 trous? La robe 3 trous, c'est il y a un trou pour la tête et 2 trous pour les bras. Et donc moi, la première fois que j'ai eu un styliste, j'ai dit c'est quoi une robe 3 trous? Ça avait un côté un peu sex shop, un truc bizarre quoi. Et donc j'ai dit non, je veux pas de robe 3 trous, je veux un truc extravagant avec des écureuils sur les épaules, enfin des machins bizarres. Et ça a commencé comme ça. Toute l'affaire. Donc il y a eu plusieurs stylistes, mais à chaque fois, et ça les amuse, je pense, de vêtir quelqu'un qui veut bien mettre des rayures de toutes les couleurs, et voilà. Est-ce que je les... Vous les gardez? Non, je les garde pas, je les rends. Je m'appelle Cendrillon. Voilà, je rends le vêtement. Pour rebondir sur ce que dit Madame, vous avez été quand même très longtemps une grande amatrice de mode. Vous courriez les défilés. Vous avez même été. On vous a même commandé une mission sur l'état des lieux du prêt-à-porter et de la haute couture en France, quand même. Oui. C'était en 2009. Voilà. Vous êtes toujours aussi sensible à la mode? Je suis sensible, bien sûr, je suis sensible à la mode comme écume signifiante de l'époque dans laquelle on vit, des rapports de force, des rapports entre les hommes et les femmes. Bien sûr, qui est tout, comme vous le savez, Madame, tout sauf futile, la mode, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, et moi malgré cette liberté dont vous revendiquez sur Arte, est-ce que de temps en temps, vous ne subissez pas quelques pressions pour faire venir certains intervenants, plus souvent que d'autres? La seule pression qu'on subit pour faire venir des intervenants, vous avez raison, c'est des intervenants eux-mêmes. Je m'explique. Nous ne subissons pas, je vais plus loin dans votre question. Si vous vous demandez est-ce que la chaîne, par exemple, nous demande, non. Je vais vous donner 2 exemples. Au conseil d'administration de Arte, il y a un intellectuel qui déclenche soit l'enthousiasme, soit la fureur. Il n'y a pas de quoi. Bernard-Henri Lévy. Il est clivant, comme on dit. Arte, nous avons voulu l'inviter il y a quelque temps, il y a quelques mois. On l'a dit à Arte, c'est normal, il est au conseil d'administration. Ils nous ont dit « Oh non, vous ne devriez pas ». Pour anticiper justement ce soupçon de pression qui aurait pu être exercée par la chaîne pour qu'on l'invite. Donc ça s'est joué en sens inverse. Voilà, dans le cas par exemple de BHL. Un autre cas des invités eux-mêmes qui aimeraient venir, je pense à un islamologue très respectable, Gilles Kepel. Gilles Kepel a été beaucoup moins qu'Olivier Roy, ce qu'on peut déplorer, qui est un autre islamologue qui n'est pas du tout d'ailleurs sur la même ligne que Kepel. Mais Gilles Kepel a été beaucoup sollicité
sollicité par les médias après les attentats du Bataclan et autres, et pas seulement les attentats du Bataclan. Et puis ensuite, Gilles Kepel a été moins sollicité. Il a publié un essai il y a quelques mois sur le Moyen-Orient. Et Gilles Kepel est de ses invités ou de ses experts qui fait savoir de manière charmante dans l'insistance et insistante dans le charme aux programmatrices qu'il aimerait beaucoup et qu'il considère qu'il faudrait l'inviter. Donc ça, on ne va pas dire que c'est une pression, c'est pas une pression politique, mais certains experts, certains invités véritablement se posent en invité indispensable sans lequel un plateau sera lamentable et sans lequel ce plateau lamentable pourrait d'ailleurs être accusé dans la presse d'être un plateau lamentable car il manquait l'invité définitif. Pour ce cas précis de Gilles Kepel, en gros, vous ne l'invitiez pas parce qu'on le voyait trop ailleurs. Gilles Kepel, on l'a beaucoup sollicité après les attentats, et puis à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait absolument le solliciter moins et faire parler d'autres gens. Des gens qui sont plus difficiles parce qu'ils vivent à l'étranger, je pense à Olivier Roy qui vit en Italie, et puis d'autres, et puis des femmes, et puis des gens qui travaillent à l'EHESS, et puis des gens comme Farhad Khosrow-Khavar qui étudie les prisons, l'islamisme en prison, enfin voilà, il y a des tas de gens. Mais une fois qu'un invité prend ses habitudes et presque estampillé telle ou telle émission de débat, et ben tout d'un coup, le fait d'être un tout petit peu mis sur le côté au nom du pluralisme est quelque chose qu'il vit comme... Oui, un crime de lèse-majesté, en quelque sorte. Je vous laisse le dire. Alors, très bien. Voilà. Madame, on vous amène le micro. Oui, je voulais vous remercier à titre personnel, mais vraiment avec beaucoup d'émotion, en tant que vieille dame qui vous suit depuis le cinéma et qui ne rate jamais le duo du journal d'Arte et de 28 minutes. Grâce au replay, si on n'est pas là, on vous retrouve. Donc ça, c'était à titre personnel, mais je voudrais vous remercier aussi, et ça répond peut-être à la question de l'audience et de l'augmentation de l'audience. Je crois que je suis grand-mère de 5 petits-enfants, dont la plus jeune a 13 ans, je me fais un devoir de les obliger à regarder. Oui, je me fais un devoir de les obliger à découvrir la réalité du monde par le biais d'Arte, pour éviter la daube du reste, qui mélange tout, l'anecdotique, le sordide, voilà. Donc on est rentré dans des heures de gravité. En tant que grand-mère, j'avoue que le monde qu'on livre à nos petits-enfants me terrorise, qu'il va falloir, pour le vivre, une pensée aiguisée, pointue, capable de distanciation et capable d'humour, ce que vous représentez. Et je pense indispensable que pour découvrir l'actualité, vous soyez le vecteur. Alors, ils ne sont pas non plus toujours disponibles. Mais les petits-enfants, vous voulez dire? Les petits-enfants, les petits-enfants, bien évidemment. Mais quand il y a une émission remarquable, un invité remarquable, merci les réseaux, on a une boîte commune et j'envoie le lien pour qu'ils aient l'occasion de regarder. Donc, je crois que vous êtes un passeur de qualité dans un monde qui en a un énorme besoin et pour ça, merci. Merci, madame. Merci infiniment, madame. On n'est pas venu pour rien. Hein. Non, on n'est pas venu pour rien, mais passeur, c'est le mot qui me manquait. Vous voyez, vous synthétisez ce que j'essayais d'expliquer avec la transmission. Voilà, passeur, c'est bien. C'est bien. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci, madame. Merci à vous tous. Mais monsieur, derrière, une autre question. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voulais vous parler de vos fouets. Non, c'est une blague. Oui, je vois bien. Non, en fait, Arte est une chaîne franco-allemande. Oui. Et je voulais savoir quel était, au niveau de la programmation de vos invités ou de l'actualité, quel était le lien, finalement, des origines de la chaîne. Est-ce que ça vous aidait? Est-ce que vous en servez de ça? Du lien franco-allemand, nous... Vous voyez, avec le recul, Arte a 30 ans, avec le recul, on sait pourquoi Arte a été créé. L'idée de représenter le lieu de la réconciliation, c'est ça. Eh bien, avec le recul, même si nous n'avons pas peut-être suffisamment d'invités allemands, ou nous ne faisons pas suffisamment d'émissions autour de l'Allemagne et des problématiques vraiment seulement allemandes, cette idée, cette notion essentielle de réconciliation,
je pense, on la retrouve dans tous les programmes d'Arte, et pas seulement 28 minutes. Mais la réconciliation, pas seulement entre les Allemands et les Français. L'idée d'une réconciliation, c'est ce qu'on se disait, des opinions divergentes, des gens qui ne sont pas du même avis, mais qui peuvent peut-être réconcilier le temps d'une discussion apaisée et civilisée, leurs divergences. Ça ne veut pas dire que la réconciliation sera, hélas, durable, c'est dommage, mais en tout cas, ça devrait pouvoir être, c'est ça, une sorte de sanctuaire où l'on peut réconcilier des avis très tranchés, effectivement, très opposés, mais au profit de la réflexion, ce que vous disiez, au profit, voilà, d'une réflexion plus poussée, d'une dialectique, d'un débat, voilà, qui nous aidera à vivre, qui nous aidera à nous réconcilier. Donc c'est ça que je retiens de cette imbrication entre la France et l'Allemagne et de ce que Arte a représenté à l'époque où elle est née. Effectivement, il fallait absolument symboliser et représenter ça. Par ailleurs, l'émission est vue en Allemagne, un score absolument déplorable. Elle est diffusée à 1h du matin. Je pense que les insomniaques la regardent et les infirmières avant de partir faire le service de nuit. Donc, ils n'aiment pas du tout notre esprit et notre humour. Pas du tout, du tout. C'est marrant. Mais pas du tout. Ce qui est assez cohérent. Beaucoup de programmes d'ailleurs faits en Allemagne ne se passent pas chez nous. Ou alors, et leurs comme programmes vous dites, ne sont pas diffusés. À 1h du matin. Oui. Ça ne marche pas du tout. La greffe ne prend pas de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Attendez, on vous amène le micro. Merci d'abord pour Bonjour, vos émissions monsieur. Que nous suivons régulièrement. Nous avons même laissé tomber France 2, France 3, peut-être dommage, mais bon. Et surtout, et même la 5. Mais vous n'avez pas mentionné les deux hommes qui interviennent, à la fin, l'historien. À la fin de l'émission. Et c'est assez extraordinaire, c'est très drôle. Quand ils se Xavier Mauduit et François Saltiel. Qui sont très très drôles, c'est ça. Très intéressants. Alors, ils sont drôles, mais ils sont aussi cultivés. Xavier Mauduit est véritablement un historien. C'est pas juste un journaliste qui prend les habits de l'historien. Et il a une émission depuis... il est maintenant sur France Culture. Il a une émission depuis la rentrée sur France Culture tous les matins, à 9h06. Et il a ce talent, il a cet enthousiasme. Le petit Dieu intérieur, comme disait Louis Pasteur, l'enthousiasme. Il a cette flamme absolument remarquable, l'humour, mais l'enthousiasme et la capacité à effectivement tirer un fil. Invisible, non, puisqu'il est visible pour lui, mais tirer ce fil entre quelque chose qui se serait produit quelques siècles auparavant ou quelques décennies auparavant et ce qui vient de se produire, et d'éclairer ça de cette façon-là. Et quant à François Saltiel, c'est une vigie sur le numérique. Et alors Dieu sait qu'on en a besoin. Les errances, les errements, les abus des GAFAM, du numérique, des réseaux sociaux. Donc il a, lui, ce rôle, mais toujours avec pondération, bienveillance et aussi pas mal d'humour. Donc mais bien sûr, ils sont formidables. L'émission ne serait pas la même sans eux. Hein? Vous êtes d'accord? Voilà. Et vous-même sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes consommatrice, actrice? Non, je suis violemment... Non, alors, c'est pas vrai. Ma fille m'a créé un compte Instagram il y a 1 an ou 2 ans. Bon, d'accord. Mais Instagram, ce sont des photos que je mets, pas des photos de ma vie. Il n'y a pas de photos privées, c'est des photos de livres, de sites, de spectacles, de quelques lieux, géographie. Je ne suis pas sur Twitter, pas sur Facebook et pas sur je sais pas quoi d'autre, s'il y a je sais pas quoi d'autre. Je travaille avec Nadia Dam, qui est une collaboratrice de l'émission depuis le début, qui n'est plus sur Twitter, qui a eu des véritables problèmes épouvantables, qui a été harcelée. C'est fini en justice, d'ailleurs. Ça s'est fini en justice, mais ça s'est fini en justice. Et en amont de la fin en justice, sa porte a été défoncée, elle a été menacée de mort, sa fille aussi, enfin ça a été... Et tout ça... La viralité au sens vraiment du virus, et pas seulement de la viralité, la propagation, le réseau social. Et Nadia n'est plus sur Twitter. Oui, on regarde l'heure pour pas empiéter. On peut encore, donc moi, j'ai une attitude violemment contre. Je refuse de donner mes informations. Je refuse de payer sur Internet. Je suis hostile, je l'admets, je ne devrais pas, mais je m'en fous. Je suis une très vieille personne, comme dirait Bret Easton. Non, je vous dis ça parce qu'on a reçu Bret Easton Ellis,
qui est dans l'émission ce soir, qui a 55 ans, l'écrivain américain, et qui passait son temps à dire « je suis un vieux monsieur ». Donc je me suis dit, je vais m'attribuer cette espèce de coquetterie totale pendant au moins 24 heures. Bon, non, les réseaux sociaux, je suis phobe, vous voyez, complètement. Je comprends. Une question, madame ? Oui, bonsoir Elisabeth. C'est moi qui dis ça, qui prononce ça aujourd'hui. Je suis là. Oui. Oui, ça m'ennuie de critiquer un petit peu une émission que je vénère. Critiquer ? Je trouve que Claude Askolovitch donne un peu trop dans l'anecdote. Qu'en pensez-vous ? Puisque nous avons effectivement besoin de nous élever au-dessus des petits sujets. Et il accumule les petits sujets, tout aussi bien sur France Inter d'ailleurs, et je le déplore. Voilà. Vous parlez de Claude Askolovitch quand il intervient le vendredi ? Oui, oui. Alors écoutez, Claude Askolovitch est un personnage bigger than life, comme on disait à l'époque d'Hollywood. Mais, alors j'entends. Tout à fait. Mais vous voyez, par exemple, il y a 3 semaines, il a évoqué l'histoire de ce vieil homme qui est mort dans un hôpital et dont on a découvert la dépouille, le corps, 15 jours après. C'est une histoire qui s'est déroulée il y a quelques semaines, en province. Il l'a raconté, sans doute, ça a touché une corde très intime. Il l'a raconté sans pathos, avec une sorte de lyrisme un peu funèbre, mais en même temps, à travers le cas de cet homme dont on a retrouvé le corps 15 jours après, il mettait en lumière des problèmes qui ne concernent pas que cet homme, qui concernent ce qui se passe dans les hôpitaux, qui concernent le fait que quelqu'un peut se perdre et que personne ne le cherche, une sorte de dysfonctionnement général. Alors oui, c'est une histoire. Je n'irai pas jusqu'à dire c'est une anecdote. L'histoire a été trop grave pour la traiter d'anecdote. Mais moi, il me semble que... Alors après, on peut contester le choix des histoires certaines semaines. Mais il me semble qu'à chaque fois, il arrive tout de même à faire affleurer un problème plus général que juste la simple histoire ou la simple personne dont il est question dans son histoire du vendredi. Donc je le défendrai de ce point de vue-là. Et puis aussi, c'est un extravagant et c'est un excessif, mais c'est un civilisé. Donc, et puis il aime tellement la littérature, donc il a toute ma tendresse. Pardon, hein. Merci beaucoup. On est obligé d'arrêter malheureusement. On nous chasse. Voilà, malheureusement, il faut laisser la place au prochain invité. Merci à tous. Et je rappelle que Elisabeth va signer son ouvrage La nuit se lève à la librairie du théâtre. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et merci beaucoup. Vous.